Bienvenue tout le monde à cette toute première cérémonie sur ma chaîne des Book Awards. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Si on voit beaucoup passer en début d'année sur la sphère Booktube ou même sur Bookstagram les meilleures lectures de l'année qui vient de s'écouler, eh bien je ne vais pas déroger à la règle, je vais faire mon petit mouton et je vais suivre la tendance. Cela dit, je ne vais pas faire mes 10 meilleures lectures en vrac comme ça, non, j'ai décidé de me compliquer la vie en établissant différentes catégories. Si toi aussi tu aimes faire compliqué plutôt que simple, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et dans ces Books Awards, il n'y a pas 10 livres mais bien 15 puisque j'ai fait un top 3 pour différentes catégories et ça a été très difficile de les choisir. J'ai dû faire des choix cornéliens et je dois avouer que ça m'a fendu le cœur de ne pas pouvoir mettre certains livres. Mais c'est le jeu ma pauvre Lucette et si toi aussi tu as envie de jouer chez toi, tu peux essayer de deviner quel est mon top 1 dans chacune des catégories. Et on va commencer avec la toute première catégorie de ce Books Awards et il s'agit de celle mettant en avant les graphiques. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose qui plaît beaucoup sur ma chaîne, c'est pas le genre de format que vous lisez majoritairement parmi ma communauté, mais j'avais quand même envie de vous faire découvrir quelques pépites que j'ai pu lire en 2023. Je commence tout de suite avec les Sœurs Gray-Millet que j'ai découvert du coup l'année dernière et qui a été vraiment un gros coup de cœur pour cette bande dessinée jeunesse où on va suivre les 3 sœurs Gray-Millet qui sont tellement choupinous. Avec des dessins tout autant remplis de tendresse, vous allez suivre le destin et l'évolution de ces 3 sœurs. Comme c'est à destination des plus jeunes, et n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour lire ce qu'on a envie, il y a toujours une moralité à la fin de chacun des tomes. Bref, une série douce et réconfortante sur la famille et sur l'amitié à laquelle vous allez découvrir des aventures tout à fait attendrissantes. Sur une note beaucoup moins tendre et beaucoup plus sanglante, j'ai positionné à la seconde catégorie White Blood. C'est un webcomic que vous pouvez retrouver intégralement sur la plateforme Webtoon. Personnellement, j'avais débuté justement ma lecture sur cette plateforme-là, mais étant donné que ma palle est tellement grande, je me suis dit que j'allais peut-être me concentrer sur les livres que j'avais déjà. Qu'à cela ne tienne, quand c'est sorti en papier, je les ai fait rejoindre ma palle. Dans cette histoire-là, les vampires se sont révélés aux humains et participent activement au massacre de la population. Et dans sa quête de vengeance, notre héroïne, qui est un vampire de sang pur, va remonter toute la hiérarchie vampirique pour pouvoir tous les détruire. Sauf que le passé et les révélations s'en mêlent et malgré le fait que notre vampire est puissante, il y a des adversaires qui seront beaucoup plus coriaces. Alors le seul petit bémol, c'est qu'il y a certaines images sanglantes et violentes qui sont censurées. Maintenant, quel est donc le graphique qui se hisse tout au sommet de cette catégorie et qui se distingue de tous les autres? Peut-être un graphique qui mêle romance et univers de fantasy, un isekai où une demoiselle se retrouve enfermée dans un jeu vidéo mobile. Est-ce que ce titre commence à se dessiner dans votre tête? Je parle bien sûr de Seule la mort attend la vilaine, où nous allons suivre une jeune femme qui se réincarne dans le personnage de Pénélope, l'antagoniste principale d'un jeu vidéo mobile. Ainsi donc, tout le monde veut la tuer. Son objectif pour survivre va être de développer des affinités avec les autres personnages masculins de l'histoire, et en plus de ça, avec certains, elle a un pourcentage négatif. Quand le moindre mot peut signifier son arrêt de mort, Pénélope va devoir faire les bons choix et surtout forger des alliances pour survivre. Les dessins sont juste sublimes et la palette de couleurs qui a été choisie est vraiment pétillante et correspond bien à cet attrait un petit peu fantastique et magique. En plus de ça, vous pourrez admirer les somptueuses robes de Pénélope, mais aussi toutes les tenues vestimentaires des personnages. Franchement, c'est un régal du coup en tout point. On poursuit maintenant avec les catégories dédiées aux romans et la première d'entre elles est réservée aux one-shot ou les tomes uniques pour les francophiles. Si on a l'appréhension parfois que l'univers ou l'intrigue n'est pas assez développé dans un tome unique, surtout en fantasy, j'ai pu quand même faire de belles découvertes en 2023. En troisième position, on retrouve un titre que j'ai lu en décembre 2023, donc c'est encore assez récent. Et si je vous dis sombre réécriture du Petit Chaperon Rouge, normalement ça doit vous mettre la puce à l'oreille. J'ai donc mis Rouge de Pascaline Nolo, qui est une réécriture vraiment sombre. J'aime beaucoup justement les réécritures de contes, et quand ça commence à rentrer un petit peu dans de la dark, eh bien c'est quelque chose qui me touche en plein cœur. Et en vrai, quand je regarde tous les titres que j'ai positionnés finalement dans cette catégorie one shot, ils sont tous sombres à leur manière. En même temps, en me connaissant, est-ce que ça vous surprend? Mais Rouge n'est pas non plus un livre d'horreur, attention, c'est juste que je le mettrai à partir de 16 ans étant donné les thématiques qui sont abordées, notamment les agressions physiques et morales, qui donnent lieu à des scènes qui sont vraiment très dures à lire. Je dirais d'ailleurs que la communauté dans laquelle Rouge évolue s'apparente à une sorte de secte. Bon, par contre, je vais pas non plus vous faire un résumé pour les 15 livres de cette vidéo, sinon on y est encore demain, mais vous avez tous les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez vous attarder sur un
titre en particulier. Dans ce récit poignant et souvent cruel, on assiste à la résilience d'une petite fille qui est rejetée par tous. On rencontre des personnages emblématiques du conte comme Mère Grand ou encore le chasseur qui sont bien loin d'être bienveillants et aimants par rapport au conte de base. Ce récit nous amène plein de compassion pour le personnage principal, celui de la petite rouge, et ça fait vraiment mal au cœur de voir toutes les péripéties qui lui arrivent. C'est à se demander quand et si le cercle vicieux dans lequel est enfermé Rouge va enfin se terminer. Alors, prendrez-vous le risque d'espérer un happy ending? Le prochain livre que j'ai positionné à la seconde place, il s'agit d'un roman fantastique, suspense, thriller, je ne sais pas trop comment le qualifier à vrai dire, mais il vous embarquera en tout cas dans un manoir particulièrement glauque, et il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Alors si vous aimez les romans où vous soupçonnez absolument tout le monde, vous allez être servi avec celui-ci. Car dans le manoir où se rend Noémie pour être au chevet de sa cousine malade, tous les habitants y sont particulièrement chelous. Ah, je me suis amusée à regarder d'un mauvais œil tous les habitants justement de ce manoir, tout en étant enfermée dans cette atmosphère assez oppressante. Prise entre son envie de fuir et sa loyauté envers sa cousine, Noémie ne va pas passer que des bons moments dans ce manoir. Des comportements inquiétants, des phénomènes bizarres, des cauchemars qui sont récurrents, comment distinguer finalement le réel du rêve? Alors promenez-vous en compagnie de Noémie en quête d'indices auprès des villageois particulièrement mutiques ou dans un cimetière où la brume s'étale à vos pieds. En bref, c'est une lecture parfaite pour l'automne. Enfin, la première place revient à un roman de dark fantasy d'une autrice qui m'a fait découvrir et aimer aussi le genre. Il s'agit du Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein. Plus soft que le Dieu Oiseau pour ceux qui s'en souviennent, on est quand même sur un récit qui va jouer avec la psychologie des personnages, mais aussi les limites de l'esprit humain, de ce qu'il peut supporter finalement dans une période de stress vraiment très intense. Dans un univers inventé que moi j'apparente un petit peu à l'ambiance viking, on va y suivre 3 jeunes adolescents qui sont accusés de meurtre et qui vont être condamnés à un sort pire que la mort. Ils sont en effet condamnés à ingérer un parasite qui va les transformer en bêtes au bout de 7 jours. On les appelle des berserkirs, des hommes bêtes, et ils seront à la fin asservis par des mages. Au début de la période d'incubation, tous les condamnés sont jetés en plein cœur d'une forêt et seront traqués à l'issue de leur transformation. Mais en ingérant le parasite, chacun reçoit une vision, une invitation de la part du roi fauve. C'est le genre de roman qui va jouer avec ce sentiment d'insécurité persistant, avec le danger qui peut survenir de tous les côtés. Que ça soit les bêtes au cœur de la forêt, le fait qu'ils soient traqués ensuite, mais aussi les autres condamnés qui, eux, sont loin d'être innocents. Vous y retrouverez une atmosphère lourde et pesante, des scènes de combat sanglantes, mais aussi des créatures enragées. Ce roman, c'est un compte à rebours de 7 jours, une transformation inéluctable, le désespoir qui prend le dessus et met en péril les alliances et les amitiés. Car après tout, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour survivre? Combien sommes-nous à commencer des livres en pensant que c'est des one-shots alors qu'en réalité c'est des premiers tomes? Personnellement, je l'ai beaucoup trop vécu à mon goût en 2023. Alors au lieu de créer tout simplement une catégorie saga, j'ai voulu distinguer un petit peu pour me permettre d'être plus précise et aussi accessoirement mettre un petit peu plus de titres. Cette catégorie se concentre donc sur les premiers tomes de saga, des tomes que j'ai trouvés très prometteurs et très engageants pour la suite. Pour le titre qui se situe à la 3e place, j'avoue que j'en ai fait craquer quand même pas mal au salon de Montreuil. Mais en même temps, comment résister à des petits chats trop mignons? Bien sûr, ici on se retrouve avec le premier tome, L'automne des aspirants de la saga du manoir de Castle Cats de Alain Tépus-Sigur. À chaque fois je le dis un petit peu vite parce que je suis pas sûre de la prononciation de son nom. En gros, c'est un poudlard avec des chats. Kovan, notre personnage principal, est un petit chat qui va se rendre aux épreuves d'admission pour le manoir de Castle Cats afin d'y étudier la magie. Des épreuves qui risquent de lui donner du fil à retordre puisque en plus d'avoir des écailles sur son pelage, Kovan est un chat qui possède une certaine particularité. Mais ça, je le garde secret et c'est à vous de le découvrir. C'est un roman jeunesse et d'aventure qui, je suis sûre, saura vous convaincre par sa mignonnerie et par aussi l'exploration de son fameux manoir de Castle Cats. Que ce soit les mots, les expressions ou même l'environnement, tout a été pensé pour correspondre au langage des chats, ce qui rend finalement la lecture d'autant plus immersive et aussi originale. Magoculture, alchimie ou mécanimation, partez étudier en compagnie de Kovan et ses amis pour devenir un véritable magocat en sachant que peut-être un rôde dans les murs de l'école. Ah, à la 2e place, je vous avoue que je n'ai pas beaucoup tergiversé pour avoir le livre qui correspond à cette position, étant donné l'immense coup de cœur que j'ai eu pour ce premier tome. Normalement,
Normalement, si je vous dis urban fantasy adulte avec des arcanes, normalement vous êtes tous en train de me dire tarot de Caddy Edwards. En même temps, ici on est avec une histoire qui mêle avec ingéniosité, je trouve, les arcanes majeures du tarot divinatoire dans notre monde réel. Forcément que ça allait me plaire, et même plus que ça. Alors après, je conçois que c'est un roman qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde, notamment au niveau du système de magie et des combats qui sont très présents tout au long du roman et qui aussi sont un petit peu compliqués à appréhender au début, mais vraiment après tout roule. Il faut être aussi sensible à l'humour qui vient s'ajouter et qui là aussi tient une place assez importante, mais qui permet parfois de casser un petit peu les sujets lourds qui sont abordés. Car là aussi, attention au trigger warning, je vous invite à vous renseigner parce qu'au niveau des thématiques, certes elles ne sont pas forcément très explicites ni très descriptives, mais en attendant elles sont quand même mentionnées et abordées et ça peut quand même en gêner certains. Sur une note beaucoup plus joyeuse, on retrouve quand même le trope Fan Family que personnellement je commence à de plus en plus apprécier, notamment avec le lien de l'acolyte entre Rune, notre personnage principal, et Brand. Brand est d'ailleurs mon personnage préféré dans cette aventure parce que c'est le type de gars qui va d'abord cogner et ensuite parlementer. Mais d'autres personnages viennent aussi rentrer dans l'équation et franchement la solidarité qu'il y a entre eux est vraiment indéniable et elle fait chaud au cœur. En tout cas, j'espère que vous prendrez le risque de découvrir la ville de la Nouvelle Atlantide avec ses différentes cours et les arcanes qui dirigent la ville, car dans une ville où le pouvoir est maître mot, tout le monde veut asseoir finalement son influence sur les autres. Allez, normalement vous l'avez mon top 1 ici, parce que j'en fais une propagande depuis quelques semaines déjà. Je me suis même incrustée sur le Discord de Johanna de la Citadelle de mes lectures pour qu'elle soit votée en LC, et c'est bien l'Empire du Vampire de J. Christophe qui se tient tout en haut du classement, c'est vraiment ma meilleure lecture de 2023. Je ne vais pas vous refaire mon avis en détail puisque je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, donc je vous le remettrai dans le petit i. Ça reste ma plus grande révélation de ma vie de lectrice avec tous les livres confondus, et vraiment c'est une lecture qui est palpitante que je vous recommande à 100%. Une lecture intense avec des vampires en plus horrifiques comme je les aime. Non, rien à voir avec ceux qui brillent au soleil, mais plutôt ceux qui viennent s'abreuver à la gorge des petits poutchous. Les monstres contre l'humanité, c'est vraiment le combat qui se déroule finalement dans l'Empire du Vampire. Le format du récit est d'ailleurs très intéressant car outre la plume de J. Christophe qui est merveilleuse et souvent cruelle, vous êtes dans le présent avec l'humanité qui a perdu justement le combat et on y retrouve notre saint d'argent préféré Gabriel qui est emprisonné. Il va être chargé de raconter son histoire auprès d'un historien qui va devoir la retranscrire. Cette histoire-là se déroule dans le passé quand il est apprenti mais aussi quand il est à la recherche du Saint Graal, et là nous avons déjà deux salles, deux ambiances. Dans la première partie, c'est un jeune adolescent dévot avec la ferveur de combattre les vampires, ce qui donne lieu à des récits héroïques de batailles tout à fait épiques que j'ai pratiquement tout annoté, et de l'autre c'est un homme complètement brisé, alcoolique, addict, qui n'a plus aucune croyance ni aucun espoir pour ce monde. C'est le même homme, alors que s'est-il passé? On vient de faire les premiers tomes qui annoncent particulièrement du lourd pour les sagas, mais j'ai envie aussi qu'on s'attarde sur les suites ou les fins de sagas qui ont marqué mon année 2023. Alors j'ai mis les deux ensemble parce que comme je l'ai évoqué dans ma vidéo bilan 2023, j'ai un petit peu merdé sur le fait de conclure des sagas. J'en ai plus commencé et un petit peu continué que ce que j'en ai terminé. À la troisième position, on retrouve d'ailleurs un livre que j'avais fait en lecture commune sur mon Discord d'une autrice qui ne m'avait franchement pas convaincue du tout avec sa saga de fantasy young adult. Donc j'ai été d'autant plus surprise de la découvrir dans une dark academia plutôt sombre, même un peu adulte je dirais, et j'ai été d'autant plus surprise d'aimer. Je vous parle du tome 2 de la trilogie d'Alex Stern, à savoir la suite de la 9e maison jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. Alors par contre c'est incontestable, l'univers est archi complexe. Car même avec les petites notes de manuel retranscrites un petit peu par-ci par-là, je n'ai encore pas tout bien saisi les subtilités du système de magie et des objets occultes que nous rencontrons tout au long de l'histoire. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché d'adorer vraiment l'histoire d'Alex Stern. En plus de ça, comme c'est un tome 2, on commence à être un petit peu plus à l'aise avec le système de magie et les autres informations. Et en plus, dans ce tome-là, nous avons la présence d'un certain personnage, El Famoso Sabre Laser, comme on s'est amusé à l'appeler dans le Discord. Les capacités d'Alex sont d'ailleurs beaucoup plus exploitées et présentes dans son quotidien, ce qui permet qu'elle les utilise davantage quand elle doit parvenir à ses fins. Toujours difficile de parler d'un tome 2 alors qu'on veut pas forcément spoiler les tomes précédents, alors désolé si c'est un petit peu confus. Je trouve néanmoins qu'on a quand même une belle évolution sur le personnage principal avec ce tome 2,
que ça soit au niveau de ses capacités, des alliances qu'elle commence à mettre en place, mais aussi sur son affirmation de position. Si dans le premier tome, Alex semblait plutôt passive et en train de subir les événements, elle a vraiment pris du poil de la bête dans ce tome 2. Elle est beaucoup plus entreprenante avec une réelle détermination à atteindre ses objectifs. Et cela, qu'importe les obstacles qui vont se trouver sur son chemin, et croyez-moi, il va en avoir des gros. Une des rares sagas que j'ai terminées en 2023, je positionne donc en seconde place un troisième et tout dernier tome. Et c'est avec le cœur lourd que je dis au revoir aux pirates de l'héliotrope dans Steam Sailor d'Eli S. Green. Un roman jeunesse et steampunk qui vous embarquera à bord de l'héliotrope pour voyager sur les îles suspendues du haut monde, car oui, ici, point d'eau à l'horizon mais des nuages à perte de vue. Une conclusion remarquable à cette aventure désert en quête des alchimistes, mais aussi surtout en quête d'une famille, car pour ceux qui aiment le trope fan familier, vous allez être ravis d'intégrer l'équipage de l'héliotrope. Sur Terre comme dans les airs, nous allons suivre ici les derniers vestiges d'une civilisation, et dans ce dernier tome où les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer et où les révélations se succèdent, nous commençons à nous préparer pour le tout dernier combat, pour la bataille finale. On sent bien qu'on est sur un dernier tome parce que les relations, elles aussi, ont leur conclusion. Une fin très touchante qui marque à tout jamais l'héliotrope dans mon cœur, et oui, il m'arrive d'être sentimentale. Et pour ce top du classement, on revient avec une fantaisie adulte orientale où la magie se puise dans la musique avec le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss. J'ai une affection toute particulière pour cette saga, j'ai tellement aimé que j'en ai d'ailleurs fait une rélecture du premier tome l'année dernière avant d'enchaîner avec le tome 2, et je dois dire que je suis particulièrement satisfaite pour une fois de la photo de la chronique que j'ai fait pour Instagram. Dans ce second tome, nous voyageons dans les beaux paysages ensoleillés d'Istra où on va retrouver Imari qui peine à s'y faire une place. Entre confiance en soi, déploiement de ses capacités sans crainte et sa volonté de défendre ses idéaux, c'est un beau chemin sur lequel nous accompagnons notre personnage principal. Toujours sous le conflit des différents peuples et cultures, il y a une menace beaucoup plus importante qui se dévoile et qui s'affirme dans ce tome 2. Peut-être l'occasion de trouver des alliances là où on ne l'espérait plus. Le gros point fort de ce roman, c'est la richesse de son univers avec toute cette mythologie qui a été créée autour de leurs croyances et les conflits aussi qui dénotent d'une certaine réalité, mais pour cela, je vous laisserai découvrir les notes de l'autrice en fin de roman. Je n'oublie pas non plus la romance particulièrement saine, bienveillante et respectueuse qu'on voit évoluer à partir du premier tome. Si nous débutons avec un enemies to lovers de qualité dans le premier tome, ce n'est plus du tout le cas dans ce tome 2. Au contraire, Jirik se montra d'un soutien et d'une loyauté infaillible envers Imari. Bref, cette saga est vraiment une merveille pour moi, tellement que j'ai peur de lire le tome 3 et de quitter les personnages, et surtout peur qu'il se passe quelque chose qui brisera mon cœur à jamais. On arrive à la toute dernière partie de ces Books Awards avec une catégorie spéciale saga que j'ai lue d'une traite. Et là, je commence déjà à tricher. J'ai voulu mettre en avant des sagas que j'ai découvertes en 2023 et pour lesquelles j'ai tout enchaîné, vraiment littéralement tout dégommé, ou du moins que je suis à jour dans la sortie VF. Et c'est pour ce titre-là d'ailleurs que j'ai un petit peu triché parce que je n'ai lu que les 2 tomes parus en VF, mais j'avais vraiment envie de vous mentionner cette saga que j'ai trouvée particulièrement addictive et qui s'avère être un gros coup de cœur également. Comme ce n'est pas une saga complète, c'est la raison pour laquelle je la mets en 3e position. Il s'agit de Savage Land de Stacy Marie Brown. Et je vous vois venir, celles et ceux qui disent que mon avis est uniquement basé sur le fait que le personnage de Warwick ressemble à Jason Momoa, eh bien vous avez tout à fait raison. Ah mais j'ai jamais dit que mes avis étaient objectifs. Mais là aussi je vais passer très rapidement dessus parce que je vous en ai parlé plus en détail dans mon dernier point lecture, donc ça risque de faire un petit peu redondant même pour moi. Nous sommes donc sur une saga d'urban fantasy sombre et violente dans laquelle les humains et les faées sont en guerre. La ville de Budapest est divisée en 3, une partie est destinée aux humains, l'autre aux faées et une dernière partie où on retrouve un peu les rebuts de la société qu'on appelle les terres sauvages. Ce roman n'est pas tendre, au contraire, on assiste à des scènes de combat d'une grande violence et qui n'épargnent personne. Cela dit, il y a une interrogation importante qui tourne autour du personnage de Brexley et c'est là tout l'objet du roman. Qui est-elle et quel est son lien avec le beau Warwick? La prochaine place est pour une saga que j'ai lue intégralement en numérique et dont j'espère la republication prochaine en VF dans une certaine maison d'édition qui publie déjà son spin-off. Au pire, je me suis déjà résolue à acheter les versions anglaises. J'ai lu en 2023 la trilogie Caraval de Stephanie Garber. Alors c'est un peu contradictoire parce que c'est pas une saga pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur pour chacun des tomes. J'ai tellement pu m'évader avec ce qu'avait créé l'autrice, notamment dans les 2 premiers tomes où on va suivre directement une partie du jeu Caraval. Un jeu où on se demande finalement si l'illusion ne laisse pas place à un petit peu de magie. Et si on nous prévient bien dès le départ que ce n'est qu'un jeu,
on se laisse porter par les événements en se demandant si tout ceci est bien notre réalité. Et en plus de ça, les amours interdits se mêlent à la balance et franchement ça, on adore. De plus, nous découvrons les fatalités, notamment à partir du tome 2. Ça donne lieu à une intrigue beaucoup plus divertissante, beaucoup plus prenante et aussi à un petit spin-off. Alors, êtes-vous prêts pour une partie de Caraval? Alors bien sûr, pour la première place, je n'ai pas eu besoin de discuter beaucoup sur quel livre allait prendre cette position. C'est une saga en 4 tomes que j'ai dévoré à peu près en 3 jours. Alors oui, par contre, je n'ai strictement rien fait de ma vie pendant ces 3 jours à part lire. C'est une saga de dark romance historique avec laquelle je vous bassine littéralement les oreilles, mais tant que vous n'aurez pas tous lu Villa Emilia, je ne serai pas tranquille. Alors je dis ça, mais ayez quand même l'âge minimum requis pour lire ce truc. C'est la seule et unique dark romance que j'ai lue, donc j'aurai pas vraiment d'éléments de comparaison, je n'ai pas non plus de référence à laquelle m'attarder pour me dire est-ce que les codes sont respectés ou non, mais en tout cas, je ferai tellement confiance à Elodie Federbe pour lire de la dark romance, je vais me jeter sur toutes ses autres parutions. L'histoire se déroule à Londres à l'époque victorienne où Emilia est une orpheline suite à ce que Lord Dorian Jacobson ait massacré l'entièreté de sa famille. Oui, la relation elle commence bien. Elle fait donc le serment de venger sa famille et de le tuer. En attendant, c'est sa pupille et elle vit à l'intérieur de son manoir. Cependant, il est loin d'être aussi somptueux et idyllique que le laisse paraître Lord Dorian Jacobson au reste du monde. Car quand la nuit tombe, il devient un véritable tueur en série et Emilia est son apprentie. C'est une histoire d'amour et de haine, une danse entre un serpent et un papillon. Vous retrouverez dans chaque tome une enquête où le jour, Dorian et Emilia aideront la police à traquer justement le meurtrier, alors que la nuit, les deux vont essayer de le traquer. En plus de ça, si vous avez les références, vous ne pourrez qu'apprécier davantage le fait que l'autrice a intégré habilement à son intrigue des personnages fictifs et historique. En tout cas, Villa Emilia, c'est une histoire aussi douloureuse que dévorante, une histoire qui vous brisera autant qu'elle vous consumera, mais en tout cas une histoire que vous n'oublierez pas. Merci à tous d'avoir regardé ces Books Awards 2023 et nous arrivons déjà à la fin de cette remise de prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 1 dans chacune de ces catégories, je serai très curieuse de vous lire et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!